Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le deuxième journal de Charles Juliet, 1965-1968, Traversée de nuit. J'avais déjà parlé de ces ténèbres en terre froide du premier journal. Voici donc le deuxième. Le jeune homme qu'était Charles Juliet commence à mûrir, j'allais dire commence à vivre dans ce deuxième journal, ces notes éparses d'un trentenaire qui a décidé d'écrire et qui, dans les notes précédentes, était hanté par le suicide, par l'ennui, par une forme de désespoir. Or là, il s'apaise. Il s'apaise parce que il comprend qu'il s'agit de s'éloigner du moi. Il prend une forme de distance qui, sinon gomme la souffrance, du moins l'éloigne. Alors, cette démarche intérieure, cette pensée en train de se construire, cette vie en train de s'exhiber, mais toujours dans ce qu'elle a au plus profond, j'ai juste envie là de lire au hasard quelques notes. J'ai corné des pages, beaucoup trop pour cette vidéo qui ne durera pas des heures. Je ne sais pas du tout combien de temps elle durera. Et je ne sais pas vraiment d'ailleurs ce que je vais lire. Je vais les prendre un peu au hasard. 29 janvier 1965. Sensation de n'être rien. Horreur de ce rien. Mais furieux besoin d'être. Donc, consentir à ce rien pour s'évertuer à rejoindre sa source, tenter de devenir à soi-même sa propre cause. C'est tout cela qui compose l'exigence de naître. On voit déjà cette idée-là, du rien, cette tentation du rien, cette sensation du rien, comme étant au cœur de l'être. Ce paradoxe. Dans la pensée de Charles Juliet, on assène des choses, il emploie ce terme choses, qu'il met en italique, et on dit leur contraire aussi. Il y a tout un jeu qui n'est jamais vraiment en équilibre. Tout est sans cesse à recommencer. Un deuxième extrait. 22 juin. Non, il faut commencer à 15 avril. Et après, je lirai 22 juin. Il y a un blanc entre deux, entre le 15 avril et le 22 juin, mais 15 avril. Découverte de l'œuvre de Beckett. Violente secousse. 22 juin. Tout ce qui est survenu ces dernières semaines, tellement incroyable, insolite. J'ai l'impression de sortir d'un rêve. Ce qu'il m'a fallu vivre était si grandiose que j'étais comme expulsé de moi-même. Cependant, intensément présent, riche, fort, résolu, comblé, inépuisable. On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre le 15 avril et le
22 juin, entre la violente secousse de la découverte de Beckett, de l'œuvre de Beckett, personnage important dans la vie de Charles Juliet, et ces semaines incroyables et insolites où il est expulsé de lui-même. Cette distance du moi, c'est quelque chose qui est présent continuellement dans ce livre-là. 1er décembre. Que tu progresses dans le commun et les êtres s'éloignent alors que tu te rapproches d'eux. Toujours les paradoxes. Plus loin, l'année suivante, 25 février. Je comprends de moins en moins. Les vieilles significations pourrissent, meurent. La stupéfaction grandit. L'imagination, la vraie, celle qui sourd du centre, déploie la pensée et nourrit de nos problèmes et contradictions, et non celle qui n'est que divagation, ou celle qui s'assujettit à la convention du vraisemblable, jouit d'un pouvoir d'agression, de subversion, autrement plus puissant que celui de la pensée discursive. La pensée raisonne, argumente, on peut la discuter, la réfuter. Mais impossible de s'opposer à la folle liberté de l'imagination. Elle agit comme de la dynamite. Quand elle déflagre, les certitudes et convictions les mieux assurées volent en éclats. Ces êtres qui vivent au niveau du moi, heureux d'un rien, malheureux d'un rien. Un tragique à la petite semaine. Je ne peux m'empêcher de compatir à leur menu, quoique véritable souffrance. Mais parfois, j'ai l'impression d'ajouter à la tragicomédie. Puis, un 25 mai de 1966, mon dégoût, ma haine des mots. Notre époque est noyée sous les mots, les slogans, les mensonges, la confusion sciemment créée par des mots systématiquement détournés de leur sens. Il me semble que tout écrivain véritable doit porter en lui cette haine des mots, nourrir cette nostalgie de pouvoir un jour écrire sans les mots, en usant seulement d'une certaine qualité de silence. C'est écrit en 1966, mais ça pourrait être écrit aujourd'hui. Ce dévoiement des mots, cette noyade sous les mots, ces mots systématiquement détournés de leur sens, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on entend partout, tout le temps. Et d'ailleurs, cet éloignement des mots, cette haine des mots, conduit Charles Juliet à s'intéresser beaucoup aux peintres. Parce que justement, la peinture, c'est le silence, c'est l'absence des mots. Et il parle peu des écrivains. Il y a Beckett, et puis quelques autres, mais il parle beaucoup des peintres. Il rencontre régulièrement Bram van Velt, dont on a les paroles des notes prises lors de leur rencontre. Il parle aussi d'autres peintres. Un 25 septembre ici. Une toile de Mondrian, de quoi est-elle composée ? D'une ligne horizontale, d'une ligne verticale ou de plusieurs, et de surfaces à forme géométrique, chacune peinte d'une couleur uniforme, le nombre de celles-ci ne dépassant jamais 4 ou 5. Si l'on s'en tient à ce que voit l'œil, une telle toile est quelque chose d'assez insignifiant. Il est donc évident qu'elle se propose comme une énigme, laquelle renvoie à la démarche dont elle est née. Celui qui se laisse
happé par cette énigme, est ainsi engagé dans un processus qui le conduit à reparcourir par lui-même et pour lui-même le chemin qu'a gravi le peintre. Une telle œuvre incarne la plus haute forme de l'art. Elle ne vise pas à fasciner, à susciter des sensations, mais elle pose une question qui vous introduit dans l'errance, vous engendrera à vous-même. Cette idée de naissance, cette idée que par l'art, par l'écriture pour Charles Juliet, par la peinture de Mondrian et d'autres, on s'engendre à soi-même, on naît. 17 novembre. La confusion. Un magma, un inextricable en perpétuel bouillonnement. Les questions ne se laissant jamais identifier, elles ne trouvent jamais leur réponse. Ou s'il advient qu'elles la reçoivent, on la refuse, car on n'a pas le courage d'assumer ce qu'elle implique, de sorte que la question est toujours là, qu'elle ressurgit sous un nouvel aspect, qu'elle multiplie les faux problèmes. D'où une impression de vie riche, passionnante, dont s'enivre le moi. Je comprends maintenant que la plupart des êtres soient si attachés à leur confusion, qu'ils refusent absolument de s'en affranchir, que l'état de simplicité intérieure ne signifie pour eux qu'indigence, ennui, perte d'être et de vie. Ils ne peuvent évidemment soupçonner que cet état si peu prestigieux, si peu spectaculaire, pour lequel ils n'ont que dédain, est une couverture sur ce qu'il nous est donné d'atteindre de plus haut. Toujours cette exigence chez Charles Juliet. Malgré la confusion, ou avec la confusion, ou contre la confusion. 16 décembre. Je n'ai qu'un sens, ne suis qu'un œil. Cette profusion de livres dans les librairies. Jamais les gens d'une certaine catégorie sociale n'ont tant lu, ne se sont à ce point empiffrés de mots. Je connais des êtres atteints d'une véritable boulimie et qui lisent, sans distinction de genre ni de domaine, le meilleur de tout ce qui paraît. Mais à quoi peut conduire cette incessante ingestion, sinon à plus de confusion, de souffrance? D'ailleurs, le plus souvent, ils lisent pour se fuir, pour échapper à leur angoisse, et aucunement pour tenter de se clarifier, parvenir enfin un jour à n'être plus des écoliers, à penser par eux-mêmes. C'est pourquoi lorsqu'ils lisent, ils en restent au plan verbal. Aucune communication ne s'établit entre ce qu'exprime le livre, ce dont il procède, et ce qui se vit en leur tréfonds. Ainsi cet ami de Denise, agrégé de philosophie, qui lui confie avoir dévoré un copieux et récent essai consacré à Saint Jean de la Croix, et qui philosophaille de plus belle, jargonne, plume en main, sur de spécieux problèmes de linguistique. Qu'a-t-il compris à ce qu'avance Saint Jean de la Croix sur la nuit de l'entendement et le mode d'être sans mode? Il y en a tellement des gens qui sont encore dans cette profusion de livres. Dans les librairies, c'est encore pire qu'à l'époque. Et c'est vrai que même en tant que lecteur, que grand lecteur, parfois on se laisse avoir. Quand une passion vous habite, c'est le 22 janvier 1968, quand une passion vous habite, elle draine comme magiquement à vous ce dont elle va pouvoir se nourrir. Pourtant, je m'étonne du hasard qui m'a fait rencontrer cette jeune femme. Elle me raconte que pendant la guerre, alors qu'elle était enfant, elle avait Madame Beckett pour professeur de piano. Chaque fois qu'elle avait cours, elle se rendait chez celle-ci et recevait ses leçons dans une pièce sur laquelle donnait une sorte de loggia. Elle me confie qu'elle était au plus haut point intriguée et quasiment effrayée par cet homme
qui, là-haut, jambes croisées, coude appuyé sur un genou, une main soutenant le visage, était assis de biais, face à une table, ne faisait rien, demeurait des heures entières, rigoureusement immobile, silencieux, totalement rentré en lui-même, le regard brûlant d'une telle intensité, mais qui ne voyait pas. Portrait de Beckett, autoportrait de Charles Juliet peut-être aussi. Et puis cette dernière note du livre qui s'achève le 5 avril 1968, en ces instants de fulgurante intensité, loin, loin en moi, et je suis ma mère. Et je suis ma mère. On sait, quand on a lu Lambeau de Charles Juliet, qui était sa mère, et cette naissance, alors qu'on a ici des notes d'un homme de plus de 30 ans, voilà ce que nous donne à lire Traversée de nuit, un très beau livre, un livre qui, en creusant dans ce qui est le plus enfoui, qui, en allant toucher au plus intime et au plus terrible, fait à la fois beaucoup de bien à celui qui le lit, parce que ça le force à entrer lui aussi dans une démarche de quête, non pas peut-être de soi, de quête éloignant le moi ou le soi contre le moi, je ne sais pas comment le dire. Mais ce qui est certain, c'est la force de l'aventure intérieure du journal de Charles Juliet. C'était quelques réflexions sur le deuxième journal, qui s'arrête en 1968. Bien sûr, la suite, je vais aller y voir aussi.